Chers amis de Bulles d'Histoire, bonjour. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui est l'histoire des 4 sergents de La Rochelle. Dans la France de la Restauration, des milliers de conspirateurs rêvent d'abattre le trône. 4 jeunes soldats vont payer de leur vie et pour l'exemple, cette frénésie conspiratrice. Cette affaire commence sous la Restauration en France de mars 1815. Louis XVIII est monté sur le trône de France après la seconde abdication de Napoléon. À Paris, en garnison, le 45e régiment d'infanterie sous le commandement du colonel Toustain inquiète les autorités civiles et militaires à cause de son mauvais esprit, en particulier les soldats qui refusent de crier « Vive le roi ». Comme nombre de militaires hostiles à la restauration monarchique, 4 jeunes sergents nommés Jean-François Bory, 26 ans, Jean-Joseph Pommier, 25 ans, Marius Claude Raoul, 24 ans, et Charles Goubin, 20 ans, ont fondé une unité de vente de Carbonari, qui est un mouvement qui est né en Italie en 1815 et apparenté à la franc-maçonnerie. Jean-François Bory, personnage charismatique, recrute parmi les sous-officiers et les soldats, et ils se réunissent au Roi Clovis, au 25 rue Descartes à Paris, officiellement pour apprendre l'escrime. En effet, les réunions politiques étaient interdites à cette époque. Comme sa grande sœur italienne, la charbonnerie française sacrifie au rite en vigueur avec force et signes de reconnaissance, et de symboles, dont le plus célèbre sont les 2 poignards entrecroisés. La seule véritable occupation est de maintenir le secret qui est assuré par un cloisonnement strict des cellules de base, qui sont les ventes. Ces cellules ne comptent jamais plus d'une dizaine de membres, et le seul responsable connaît ceux qui sont placés au-dessus de lui. Au sommet de la hiérarchie, il y a donc une vente centrale, où se distinguent 3 députés libéraux, le prestigieux Gilbert de Motier, le marquis de Lafayette, le député de Vendée Manuel et Voyer d'Argenson. Bory adhère. Bory se prend au jeu. Il se montre assidu aux réunions qui se déroulent chez l'avocat Baradère. Bien vite, on lui propose une mission qu'il accepte. Constituer une cellule de la charbonnerie au sein du 45e régiment de ligne. Évidemment, sans que son chef, le colonel Toustain, ne se doute de quoi que ce soit. 2 mois plus tard, les hommes de la vente apprennent que leur régiment va être transféré à La Rochelle pour les éloigner des milieux de mauvaises influences politiques. En effet, la caserne se situe en plein quartier latin de Paris, où les étudiants entretiennent la contestation. Pour les 4 sergents, cette affectation est une aubaine. Outre le port fortifié de La Rochelle, plusieurs villes de la région, notamment Rochefort, Niort, Poitiers, sont réputées ouvertes aux idées libérales, voire républicaines. Et s'il était possible de les soulever? Et si de la côte ouest, on pouvait faire souffler en direction de Paris le vent de la révolte précédant la tempête révolutionnaire? Les chefs de la charbonnerie ont approuvé le projet et l'ont adopté. Les consignes sont transmises à Bory. Il recevra l'ordre d'insurrection, lui dit-on, bien avant l'arrivée des troupes dans la cité rochelaise. Le 22 janvier 1822, le régiment quitte Paris pour se retrouver à Orléans le 26 janvier. Dans une auberge, Bory a réuni les conspirateurs en vue de les faire patienter. Lorsque nous arriverons au sud de Saumur, tenez-vous prêts. La garnison ouvrira les portes de la ville. Soyez prêts à mourir alors pour le salut de la France. Exaltés par leur jeunesse et leur fougue, les 4 jeunes se montrent quelque peu imprudents. Ils multiplient les maladresses. Bory, par exemple, est pris dans une rixe avec un garde suisse qui veut le faire boire à la santé du roi. Le jeune homme est mis aux arrêts au moment où on a le plus besoin de lui. Il faut noter qu'aucun ordre d'insurrection ne parvient entre Saumur et Tours, pas plus que par la suite. Le 5 février, le 45e régiment entre donc sans encombre dans Poitiers. Bory, fait inhabituel pour un soldat aux arrêts, est logé chez l'habitant. Faut-il en conclure qu'il fonce tête baissée dans un piège tendu par son colonel Toustain? Le voilà en tout cas dans une famille de militaires et tailleurs aux armées, les Choulets. Il y est choyé, il y est nourri en abondance et on le fait boire. Or, quand Jean-François a bu, il tient mal sa langue. Il ne peut s'empêcher de raconter à ses hôtes quel projet se trame dans les secrets des rangs. Voilà confirmé que M. Choulet n'était pas du tout une oreille amicale. Il s'en va en effet tout rapporter au colonel Toustain qui, sans hésiter, fait arrêter Bory, cette fois pour propos séditieux. Il lui est difficile de nier car les objets qui lui ont été remis par Lafayette, notamment le mouchoir de couleur et un poignard à la lame or et azur, sont retrouvés dans son paquetage. Arrivé à La Rochelle, le sergent est enfermé dans l'imposante tour de la Lanterne.
Toustain vient-il, sans le savoir, de décapiter la charbonnerie dans son régiment? Le sergent Pommier prend sa place à la tête de la vente et attend fébrile le fameux ordre d'insurrection. Pendant ce temps, c'est l'un des chefs locaux de la charbonnerie, le général Berton, qui, au sud de Saumur, à Thouars plus exactement, a franchi le Rubicon. Ce bonapartiste exalté a laissé passer le 45e sans profiter du renfort décisif qu'il pouvait constituer. Le 24 février, il lance l'insurrection avec 150 hommes. Échec inévitable, et Berton prend la poudre d'escampette. Mais, maintenant, les autorités militaires sont sur les dents. Le gouverneur de la division de Nantes, le général d'Épinois, mène aussitôt l'enquête au sein des régiments basés dans son secteur. Averti de la présence dans ses rangs de membres infiltrés de la charbonnerie, il fait amener Bory dans l'ancienne capitale bretonne. La confrontation est terrible pour le jeune sergent-major qui rougit, bredouille et perd toute assurance à mesure que sont cités les noms de ses complices, Pommier, Raoux et jusqu'à son jeune ami Goubin. Ce dernier arrêté et conduit à la lanterne. Les deux autres ne sont pas inquiétés pour le moment, on les laisse s'enferrer. Pommier, notamment, rencontre dans un café du Vieux-Port de La Rochelle un agent local du mouvement clandestin qui lui affirme que l'insurrection est imminente. Pommier prend des risques et déguisé, il fait le mur de la caserne. Il se fait arrêter et est conduit lui aussi à la tour où il rejoint Goubin. Raoux lui sera dénoncé par un conjuré repenti, retourné par le colonel Toustain, sur qui on aura fait pression en le menaçant de mort, le sergent Auguste Goupillon, qui livrera une confession minimaliste, mais qui suffira à faire arrêter les principaux carbonaris. Interrogeant personnellement Goubin et Pommier, le général d'Épinois parvient à les tromper. « Je suis de votre bord, leur souffle-t-il. Si vous me parlez, je pourrai vous aider. » Les malheureux garçons lui font confiance et signent par là même leur arrêt de mort. 12 conjurés sont déférés en mars à Paris, devant la cour d'assises de la Seine, au motif que le complot y a pris naissance. Dans ces accusés, on trouve Bory, Goubin, Pommier et Raoux, mais on y trouve également le dénonciateur Goupillon, Macias et jusqu'à des civils. D'autres suspects seront arrêtés et au total 25 accusés seront présents au procès qui se déroule du 21 août au 5 septembre 1822. C'est la cour d'assises de la Seine qui est saisie de l'affaire. Devant une salle bondée, on voit Bory se défendre comme un beau diable, mais l'avocat Marchangy se montre impitoyable à l'encontre des 4 sergents mis en avant par l'accusation. Un ramas de perturbateurs affamés de régicides et copistes serviles des excès de 1793. Un avocat de la défense tente de lui répondre « Vous dénoncez une conjuration imminente. Où sont vos preuves? Et quand vous aurez tout prouvé, où sont les rapports de ces faits avec les accusés présents ?» Comme ils en ont fait solennellement le serment lors de leur adhésion, les principaux accusés refusent de dénoncer leur chef malgré pression et promesses de grâce. Abandonnés par leur chef, ils paient donc pour ces derniers, au premier rang duquel le célèbre marquis de Lafayette. L'histoire retient que Bory a su faire preuve d'une véritable grandeur d'âme. Tout en niant la volonté qu'on lui prête d'avoir voulu renverser le trône, il accepte, si cela doit sauver ses amis, de s'accuser de l'origine du complot. Heureux si en roulant sur l'échafaud, ma tête peut sauver celle de mes camarades, lance-t-il, arrachant des larmes à l'auditoire. Accusés de complot, les 4 sergents sont condamnés à mort le 5 septembre. La fiancée de Jean-François s'évanouit à l'énoncé du verdict. A-t-elle assisté le 21 du même mois, au cœur de la foule dense couvrant la place de Grève, à l'exécution des jeunes? L'histoire ne le dit pas. Pour les autres conjurés, 3 sont condamnés à 5 ans de prison, 1 à 3 ans et 3 à 2 ans. Goupillon est acquitté en considération de son rôle de dénonciateur. Selon l'usage, les condamnés à mort sont transférés à Bicêtre avant leur exécution. Ils y sont particulièrement surveillés par l'inspecteur général des prisons royalistes, Vincent Bonneau, pour déjouer un possible projet d'évasion. Ce projet d'évasion existe. Lafayette a réuni 70 000 francs pour corrompre le directeur de la prison, mais le projet est éventé. Finalement, les 4 militaires ne peuvent échapper au supplice et sont guillotinés le 21 septembre 1818 à 5 h du soir. Jusqu'au bout, ils ont une attitude héroïque qui contribue à leur légende. On leur promet de sauver leur tête s'ils dénoncent leur chef. Ils refusent. Ils refusent également de demander, comme il est d'usage, la grâce du roi de France Louis XVIII. Au pied de l'échafaud, c'est encore la voix de Bory qui donne du courage aux autres.
Pardonnez-moi de vous avoir entraîné à cette mort tragique. Mais notre sang ne sera point semence stérile. Vive la liberté! En montant les marches vers la guillotine, tous crient vive la liberté. Bory a demandé à être décapité le dernier pour toiser jusqu'au bout ses bourreaux et donner du courage à ses camarades. Comme il n'avait participé à aucune rébellion, juste une conspiration, les jeunes gens sont considérés comme des martyrs par l'opinion publique. Cependant, l'histoire ne se termine pas totalement comme cela. Le 20 août 1863, les journaux parisiens signalent la mort d'une femme de 72 ans, surnommée la vieille au bouquet, car elle portait toujours quelques fleurs épinglées à son foulard. De la défunte, on sait seulement, en 1873, qu'elle se prénomme Françoise. Pourquoi il lui accorde un article alors? On dit qu'elle fut la bonne amie de l'un des 4 sergents de La Rochelle. Avant de grimper sur l'échafaud, un des condamnés, sûrement Bory, aurait réussi à lui envoyer un bouquet que toute sa vie l'inconsolable fiancé renouvela. Chaque jour, précise-t-on encore, elle ne manquait d'aller se recueillir sur la tombe du cimetière Montparnasse, voisin de son domicile. Un dernier fait, qui prouve leur importance dans l'opinion populaire, pendant la Commune de Paris, près d'un demi-siècle plus tard, après la décapitation des 4 sergents, des communards se rendent chez l'ancien sergent Goupillon, celui qui avait sauvé sa tête en dénonçant ses camarades, et l'exécutèrent. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper la prochaine histoire qui sortira la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt sur Bulle d'Histoire. Au revoir.